J'ai cassé mon cadre carbone. Et oui, ce sont des choses qui arrivent, mais pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour le réparer. Allez, c'est parti! On se retrouve à Homme, chez Sifac, près de Tours. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter Sifac? Alors, moi, je suis plasturgiste à l'origine, donc je travaille les matériaux plastiques et composites. Ok. Je suis à Sifac depuis 18-19 ans maintenant. Donc Sifac, c'est un cadreur assez ancien maintenant. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont commencé à faire du carbone. Moi, quand je suis arrivé, c'était encore un petit peu les débuts. Ça tâtonnait pas mal. Ouais. Et donc, on a mis au point un petit peu toutes les techniques, que ce soit les techniques de fabrication ou de réparation, que nous allons voir là, ce qui est assez classique au final dans la réparation de cadre. Du coup, je dois prendre contact chez Sifac. Quand le vélo, j'imagine. quand ton cadre est cassé, tu contactes Sifac. Ouais. En général, tu entretiens avec l'ingénieur qui lui va faire une analyse rapide de la casse, à savoir si c'est possible d'être réparé ou pas. Globalement, généralement, c'est toujours réparable. Tu as touché un peu à une question que je voulais te poser, c'est est-ce que vraiment vous avez des limites de casse? Est-ce qu'il y a des casses que vous ne pouvez pas du tout réparer ou alors vous pouvez vraiment tout faire? On a eu des cadres totalement détruits. Enfin, si le cadre est cassé en deux, s'il y a deux parties totalement distinctes, Ouais. si c'est possible. Mais ça vaut peut-être pas forcément le coup. C'est pas forcément justifiable économiquement ou très malin, enfin ça dépend. Parce que dans le pire des cas, si le tube est très très abîmé, on tronçonne à ces deux extrémités et on change le tube. Ok, carrément. Globalement, on garde les mêmes éléments du cadre, on ne change qu'un tube. Là, ce serait vraiment le cas ultime. C'est toujours réparable de toute façon. Ok, dans tous les cas, c'est réparable, il n'y a pas de limite. C'est vraiment le coût. Et puis, si le cadre est extrêmement détruit et si ce n'est que sentimental, mais qu'à la limite, on est obligé de tout changer, qu'est-ce qui reste du sentiment si le cadre, lui, est complètement autre? Donc voilà, c'est vraiment après à chaque personne. La question philosophique. C'est ça. Une casse, pour avoir des idées rapides, on est à peu près un départ de 300 €. Ça, c'est la base de la base? C'est la base, avec réfection, peinture et voilà. Peinture comprise du coup? Peinture comprise, complètement. Et ça peut, après, il n'y a pas de limite, je dirais. Selon la casse. Mais en général, voilà, on est sur 300-400 €, la grande partie des casses. Après, les grosses différences vont être sur les teintes du cadre. Si le client veut une teinte identique et que celle-ci est complexe, ce sera plus long. S'il y a des logos spécifiques, plus cher, il nous faut les matrices, et donc plus long, donc plus cher. On est payé à l'heure, et donc ça tape à l'heure. Et si on enlève le coût de la peinture, ce serait quoi à peu près la fourchette de prix de que la réparation? Que la réparation, ça arrive assez peu. Après, moi pour une réparation, si j'en ai pour 1 heure, il y en a pour 90 €, je crois. Le coût matière, lui, il est infime parce qu'on ne rajoute pas énormément de matériaux. Mais en 1 heure, ça permet de faire une petite réparation qui part au banc, en tube horizontal. Sur une intervention un petit peu plus lourde, comme le changement de boîte ou autre, où là, ça nécessite un passage sur le gabarit et ça nécessite plus d'adjonction de matériaux. Là, le coût a tendance à augmenter. Globalement, entre 90 et 200 €, on peut au moins réparer son cadre sans forcément avoir la peinture. Oui, voilà, Ok. Donc ça reste raisonnable par rapport au prix d'un cadre. C'est totalement raisonnable par rapport au prix d'un cadre. Voilà. Tu nous montres un petit peu comment ça se passe? Voilà. Donc après avoir repéré l'endroit où il va falloir faire une réparation, on va enlever la peinture et tout l'émaillage qu'il y a dessus. Donc c'est assez simple. Donc là, c'est la première étape, c'est le ponçage, c'est ça? Tout ça. Là, on voit bien la casse, elle n'est pas très importante. Donc on voit bien là où ça reste humide. C'est là où la résine est brisée. Donc là, tu dirais que c'est une petite casse ou... C'est une petite casse. Ouais. Bon, il est nécessaire de le réparer pour avoir un comportement du cadre normal. Ok. Si on ne répare pas, ce qui peut se passer, c'est que les autres éléments de maintien de la roue vont souffrir. Et donc le vélo va vieillir de manière anormale et ça va pouvoir se briser ailleurs, par exemple. Donc vaut mieux réparer dans tous les cas. Mieux vaut réparer, oui. Ouais. Plus c'est pris tôt, mieux c'est.
Vraiment une petite casse, donc on n'a pas besoin de faire un grand pansement. Donc là, ici, on voit très bien qu'il y a eu un impact, certainement au cintre. La fibre est délaminée, la technique va être la même. Donc là, c'est nécessaire de faire tout le tour pour vérifier s'il n'y a pas de casse ailleurs, c'est ça? Non, c'est parce que simplement je vais enrubanner ok. l'ensemble du tube avec de la fibre. Donc là, on est sur la fibre. La casse n'est pas très importante non plus. C'est-à-dire que la partie délaminée de la fibre est tombée. On a enlevé une couche de matière, de fibre et de résine. Donc le tube est plus fin ici, donc plus fragile. Ok. Mais on va rajouter la matière pour redonner sa solidité. Tu me parlais en off de la solidité. Il y a une grosse question que j'ai eue quand j'ai cassé mon cadre. Est-ce qu'on retrouve la même solidité, la même rigidité, le même comportement du cadre après la réparation ou alors ça change un petit peu? Alors, si on fait des mesures physiques très précises en laboratoire, on pourra avoir des modifications de comportement. Un humain microscopique, est quoi. Absolument incapable de voir ça. Si quelqu'un a un ressenti, ce ne sera qu'un ressenti. Physiquement, il n'y a rien. Ok. En plus mental, quoi. Voilà, Okay. Totalement. Comme pour beaucoup de choses. Physiquement, c'est imperceptible. La seule chose que l'on puisse dire, c'est que comme on rajoute de la matière, on reconstitue d'une part la matière qui est dessous, qui a été brisée, par jonction de résine, donc ça va ressouder les éléments brisés, et on ne les élimine pas, on les laisse dedans, et on rajoute de la matière autour, donc ponctuellement, localement, on sera plus solide. Comme ce sont des réparations locales, ça ne va pas changer le comportement du cadre. Une réparation sur 2 cm d'un haut-banc, ça ne va pas changer le comportement. Tout pareil, quoi. Si on fait des très grosses réparations, effectivement, s'il y a plusieurs éléments, au pire, le cadre va être plus rigide. Très légèrement plus lourd, mais peanut. C'est rien du film, quoi. Mais au pire, il pourra être plus rigide, ce que demandent généralement les gens qui ont un cadre en carbone. Donc, tout bénéf. Et s'il est plus souple, c'est que la réparation n'a pas été correctement faite ou qu'il y a d'autres casses ailleurs. Donc ça se voit si on monte sur son vélo et qu'il y a une souplesse un petit peu anormale. Ouais, c'est qu'il s'est cassé ailleurs et que ça n'a pas été vu. Mais en général, ça nous arrive, c'est en cela où l'ingénieur est important, c'est que quand on amène le cadre, lui il fait un petit check total. Ouais. Et de temps en temps, on a aussi des surprises. Quand on enlève la peinture, on peut voir qu'effectivement, la casse se prolonge et autres. Ouais. Mais auquel cas, on n'est pas à 2 cm près. Donc si on doit rajouter un peu plus de matière, on rajoute un peu plus. Souvent, ce qui étonne les clients quand ils viennent, c'est qu'on parle du carbone comme étant un tissu. Et ce qu'ils sont, eux, amenés à voir, c'est un matériau rigide, dur, compact, costaud. Oui, on ne s'attend pas à quelque chose de souple. Si on parle de tissu, c'est simplement parce qu'il s'agit d'un tissu. Quand on parle d'une fibre de carbone... C'est des mailles tressées. Voilà. C'est du tissu, c'est une maille tissée. Donc là, c'est du taffetas. Et le taffetas, c'est-à-dire qu'entre la chaîne et la trame, c'est 1 sur 1. Au-dessus, 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 au-dessous, 1 sur 1. Là, c'est du sergé, aussi appelé serge. Voilà. Et c'est 2 sur 1. Donc c'est un tressage plus costaud. Pas plus costaud, qui va amener plus de souplesse. C'est simplement deux tissages distincts. Et c'est ça qui enchérit beaucoup le prix de la feuille de carbone. C'est le tissage. C'est pour ça que d'une manière générale, dans les cadres, c'est pas du tissu qu'ils mettent, c'est de la fibre en vrac. Donc tu vois là, on a un brin. C'est un brin de carbone. 1000 fibres, 1 kg fibre, c'est ça le 1K. 1000 fibres, c'est-à-dire qu'il y a 1000 fibres à l'intérieur. Qu'on peut... Ah ok, d'accord. Quand on parle de 1K, c'est ça. 3K, 15K, c'est 1 kg fibre, 1000 fibres. 3 kg. Donc là, il y en a 1000. Là, il y en a 1000. Si on s'amuse à les compter, il y en a 1000. Si on a mis, voilà. Si on s'amuse à les compter, effectivement. On va pas le faire. Et comment ça se fait qu'on passe du tissu, à quelque chose de dur, solide? C'est ce qui va se passer. Donc là, c'est la résine. Donc c'est un traité chimique. Voilà, c'est un bicomposant. Nous, la démarche écologique qu'on a ici, comme toujours, comme toute démarche écologique, c'est aussi une démarche économique. Si j'ai besoin de 10 cm², je fais 10 cm². Pas plus. Comme ça, pas de rejet. Ouais. Voilà. Moi, j'ai le rejet. 2 intérêts. D'une part pour l'écologie. D'autre part, si j'utilise 4 fois plus de matériaux, le patron va descendre, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ce qui serait légitime. Et puis ça va être plus cher aussi pour le client, j'imagine. Eh bien, ouais, voilà. Donc là, on va faire cette petite réparation. Donc, réparation simple. Ce que je vais faire, je vais prendre une fibre de carbone. Je vais découper ce dont j'ai besoin. Et ça va être suffisant. On a vu que la petite casse était sur l'extérieur. Je vais faire plusieurs fois le tour. Donc l'outillage est assez sommaire. Un pinceau, une pince à épiler, un support, une balance, des petits gobelets pour la résine. Une paire de ciseaux qui nous permet de couper les fibres et autres.
et un ruban d'arrachage, qui est une bande en nylon, qui va nous servir à bien fixer la résine, enfin la fibre et la résine. C'est un peu le scotch du pansement, quoi. C'est ça, c'est le sparadrap du pansement. La résine qui est utilisée, c'est une cousine, qu'importe la marque, on reste sur la résine époxy, c'est-à-dire qu'il va y avoir un collage chimique parfait. Ok. C'est pour ça que c'est aussi robuste. Donc c'est ça qui va s'infiltrer dans tous les pores de Voilà. la casse pour bien la S'il y a rigidifier. de l'ouverture, comme on a pu le voir tout à l'heure, Ouais. la résine va s'infiltrer dedans et se resolidifier. Ok. Ça pourrait être suffisant dans certains cas. Là, typiquement, je pense que ce serait suffisant. Tu n'aurais pas besoin de rajouter la bande au-dessus. Voilà. Mais je vais mettre ça comme bande. Ouais. Il n'y en a pas pour 10 000 euros. Le client, lui, il a payé un prix Puis au moins, t'es pour avoir sûr une vraie que- réparation. Mais en tout cas, c'est une sécurité. Il n'aura Ouais. jamais de problème avec ça, quoi. Et là, j'enroule en décalant légèrement pour ne pas avoir une trop grosse surépaisseur. On fait en sorte que là où il y a la casse, j'ai au moins 3 ou 4 couches dessus. En sachant qu'un haubans, en moyenne, il y a 6 couches de fibres à l'intérieur, De base. de base. C'est-à-dire que là où ça va être réparé, comme je le disais tout à l'heure, ça va être plus solide que partout ailleurs. Après, j'applique ça. Ça va permettre de bien coller la fibre, de bien l'appliquer, d'enlever l'excédent de résine, qui est en superflu, quoi. C'est très superflu. Et ça permettra aussi pour la finition d'avoir quelque chose de moins grossier. Donc là, on est effectivement sur du pansement, hein. Donc là, demain, j'enlèverai cet élément-là, Ok. je donnerai un coup de toile dessus et je poserai la résine de glaçage qui permettra de fusionner un peu la forme. La résine de glaçage, c'est la même. Elle est très proche. Elle est un tout Ok. petit peu plus fluide, un tout petit peu moins solide, mais c'est la même famille. Ok. Donc ouais, tu nous as parlé un petit peu des différentes casses que vous pouvez avoir. C'est souvent les mêmes ou alors vous retrouvez des casses un peu différentes? C'est souvent les mêmes. Donc les casses, principalement, ce sont donc les haubans. Haubans, ouais. Les tubes horizontaux, quand il y a une chute, le cintre vient cogner dedans. Et c'est là où ça casse souvent. Là, ça casse, c'est classique. Un élément dur contre un élément un peu moins dur. Voilà. Oui, le hauban est brisé car les gens, dans le peloton, ils tombent les uns sur les autres. C'est là où ça casse. C'est le hauban qui prend en premier, ouais. Les pattes peuvent casser aussi. Beaucoup plus difficile à réparer. Ok. Parce qu'on a beaucoup moins de place pour s'accrocher, pour faire quelque chose de structurellement cohérent. Donc, ça demande souvent peut-être plus de coûteux. finesse, du coup, Ouais. plus de temps. Beaucoup plus de temps, Ok. énormément plus de temps. C'est parfois un bon gros casse-tête. C'est là la limite, je dirais. Les tubes les tubes diagonaux sont souvent très très robustes parce que c'est eux qui assument beaucoup Qui prennent la charge, la charge. ouais. Donc ça casse moins, mais ça peut casser et ça se répare facilement aussi. Ok. Les douilles assez rarement et de temps en temps, après le tube de selle, quand un monteur de cadre ou quand on accroche le vélo sur la voiture, on a tendance à trop serrer. C'est pas fait pour résister dans cette dimension et ça se brise facilement. Ça se répare facilement aussi. Donc voilà, c'est vraiment les grosses choses. Après, les petits trucs qu'il peut y avoir, c'est un insert, genre un insert porte-bidon ou Ouais. Sur les fourches, par exemple, les fixations Oui, pour voilà. les sacoches, parfois ça peut casser aussi. ça peut un peu souffrir et ça se répare très facilement aussi. Donc les fourches aussi, vous réparez, ça peut arriver? Ça peut arriver. Mais Moi, j'aime pas ça. Ouais. Parce que d'une part, on ne fabrique pas des fourches. On ne fabrique pas de fourches parce que c'est quand même un petit peu plus technique, je dirais. Enfin, technique, c'est pas parce qu'on n'a pas les compétences, mais juste on n'a pas les moules pour ça. D'accord, il Donc faut c'est le toujours moule fait pour en le... moule. Ok. Et en plus, une fourche, se doit d'être très solide par rapport à un cadre. On peut se vautrer en cadre, enfin avec mon vélo, le cadre sera détruit, la fourche généralement n'aura pas grand chose. Donc vaut mieux la changer plutôt que Voilà. la réparer. Une fourche, De point de vue de quand on sécurité. l'achète, c'est 300-400 euros. Ouais, donc c'est quasiment le prix de la réparation. Je veux bien être sentimentaliste, mais il y a des limites. Ouais. Et d'autant plus qu'une fourche, avec le pivot et tout ça, on n'a pas nécessairement les moyens de voir où sont les casses de la structure. Et il suffit que le pivot soit tronçonné par l'intérieur, ce qu'on ne peut pas voir. Et là, quand il y a un accident, tout de suite c'est dramatique. Ouais. Donc pour 300 euros, vaut mieux changer la fourche totalement. Autant être sûr. Parce que même à réparer, ce sera peu possible, parce qu'il y a très peu de place dans la douille pour faire de la jonction de matière. Oui, comme il y a de la matière en plus, ça pourrait ne pas repasser après dans Voilà, la douille. c'est ça. Ok. Pour le reste du cadre, il n'y a vraiment aucun problème, tout se répare, et ce, quel que soit l'état.
Donc là, c'est la dernière étape. Voilà, c'est ça. On voit la fibre qui a été rajoutée, ce que l'on verra tout à l'heure quand je le ferai sur l'autre cadre. La fibre qui a été rajoutée, on attend qu'elle polymérise. Le lendemain, on reprend le cadre, on donne un coup de toile, on ponce, c'est-à-dire pour avoir une forme à peu près homogène, et on passe une autre résine, un peu plus fluide, que l'on appelle la résine de glaçage, qui va permettre de lisser toutes les formes. C'est-à-dire que s'il y a des petites porosités, des petits trous, ils vont être bouchés par cette résine, et cette résine va permettre de lisser la forme aussi, et d'atténuer la surépaisseur. Enfin, en tout cas, de faire en sorte que cette surépaisseur soit identique partout. Ok, ensuite, homogénéise un peu le cadre. Quoi. Et à la peinture, eux, quand ils feront un premier vernis, ils retomberont sur quelque chose effectivement de totalement homogène et au doigt très peu perceptible. Ok. Donc là, c'est la partie finale. Une fois que c'est à cet état-là, j'enlève les rubans adhésifs qui m'ont permis de ne pas cloquer de la résine sur les autres éléments visuels, pour ne pas qu'on ait à refaire des retouches peinture là où il n'y a pas besoin. Et après, là, ça part en peinture. Et ça part à la peinture. Ok. Voilà. En termes de temps, ça vous prend, tu m'as dit, à peu près 1 heure, si on compte la peinture et puis le fait de venir l'emmener, etc. C'est assez rapide. Ouais. Le traitement complet prend d'1 à 2 heures, je dirais. Ok. Parce qu'il y a 2 grosses phases, la réparation et ensuite un glaçage qu'on fait dessus pour avoir une présentation acceptable. Et ensuite, à la peinture, eux, soit ils ont une couleur simple à refaire dessus, auquel cas ça peut être une petite heure. Rapide, le fait de trouver la bonne couleur. Ouais. Parce qu'avec le vieillissement de la couleur au soleil, il peut y avoir des variantes assez importantes. Donc là, il y a une petite recherche qui est à faire, ce qui prend pas mal de temps au final. Ils font leur mélange, disposition de la peinture, vernis et autres. Il y en a pour une bonne heure, mais ça peut aller beaucoup plus loin. S'il y a des stickers, s'il y a des matrices, des logos et autres, rechercher les matrices, les trouver, voilà, ça peut être très très long. C'est ça souvent qui nous prend pas mal de temps. Donc globalement, si j'amène mon vélo, il pourrait être prêt en 1 semaine à peu près. En 1 semaine, voilà, quand on a le temps, ce qui peut arriver. S'il n'y a pas trop d'attente pour la peinture aussi. Voilà. Moi, j'interviens d'une manière normale. En une journée, je fais une réparation sur un cadre. Le lendemain, je fais le glaçage. Le surlendemain, il est à la peinture. Tu les enchaînes un petit peu, quoi. Voilà. Si il y a un cadre que le client veut réceptionner très très rapidement, moi, je peux faire les 2 éléments la même journée. En même temps, On a une étuve, ça permet de précipiter le truc. Ouais. Globalement, en 10 jours, on peut retrouver son cadre. Je pense que ça sert. Après le glaçage, le cadre part en peinture. Alors soit on repeint que au niveau de la casse, soit tout le cadre. Dans le deuxième cas, il faut retirer toute la couche de l'ancienne peinture au préalable. Pour retrouver la bonne teinte, il faut faire plusieurs tests au labo. Ensuite, on s'assure d'avoir les matrices pour réécrire le nom de la marque sur le cadre avec la bonne typologie et la bonne taille. Après, le cadre peut passer à la peinture où l'on applique plusieurs couches. Cela varie en fonction de l'effet voulu, mat, brillant, caméléon, etc. La touche finale, c'est de venir retirer les pochoirs qui ont servi à faire des motifs sur le cadre ou tout simplement à écrire la marque. Si le cadre est ténu, c'est-à-dire sans tous ses composants, alors il est prêt à être redonné tel quel. Sinon, on remet les composants du vélo si le cadre a été donné avec, ce qui est un petit peu plus cher. Après, c'est la statistique qui joue, c'est-à-dire que celles qui sont plus présentes sur les routes, on les voit plus souvent. Ouais, forcément, ouais. En plus, à Tours, il y a un gros magasin Specialized, donc t'en vois souvent, il y a beaucoup de vélos. C'est pas qu'ils soient moins solides, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et voilà. Les S1 Neo, il n'y en a pas beaucoup. Mais t'en vois beaucoup en répa. Ouais, voilà. Ça indique une petite chose. Après, Scott est fragile parce qu'ils sont très légers. Mais ils sont bien, mais juste légers, donc moins de matériaux, donc quand ça tombe, ça casse plus facilement. Dans les marques qu'on voit et que j'aime pas réparer, il y a Cervélo, c'est mal conçu, enfin c'est volontairement mal conçu je pense. C'est quoi, c'est le carbone qui est mal conçu? Non, le carbone ça va, c'est toutes les connexions avec les autres équipements qui vont pas. Leur patte démontable ne peut pas casser, tellement mal disposée que ce qui casse c'est la patte. Et à puis réparer, là, du coup, c'est chiant. C'est très très chiant à réparer, ça coûte extrêmement cher parce que je passe énormément de temps. Je suis obligé de mettre des inserts métalliques, tout ça. Vu que personne ne fait comme eux, ce sont les seuls à faire ça, je pense que c'est volontaire. Parce que vraiment, quand tu vois le truc, si t'es pas ingénieur, tu te dis ça va pas. Même quand t'es pas ingénieur, tu te dis ça peut pas. Il y a un truc qui cloche quoi. Et au contraire, est-ce que tu as des marques que tu vois pas du tout? Je suis pas cycliste, donc les marques que je vois pas, je les connais pas. Tu connais pas, normal. On voit du Spé, du Trek, parce que c'est ce qu'il y a le plus sur les routes. Du Canyon aussi, Canyon, on voit passer un peu de la pierre. Moi j'aime bien la pierre, j'aime bien ce qu'ils font. Je trouve que c'est bien foutu.
Ouais. En tout cas, leur architecture est maligne. Et niveau type de cadre, tu penses que tu es plus sur de la route, du gravel, du VTT? Alors, VTT très rarement. Ouais. Ah ouais? Assez rarement. Ok, alors que c'est... Pourtant, et les cases qu'on fait sur les VTT sont beaucoup plus lourdes, parce que ça tape beaucoup plus fort. Le gravel, moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait énormément de carbone en gravel, je sais pas, je ne connais pas le marché. Si, il y en a quelques-uns, mais je pense que les gens sont réticents à l'idée de prendre du carbone en gravel. Comme c'est un peu plus loisir, on va dire, les gens s'orientent peut-être plus vers du titane, de l'acier ou de l'alu. Et après, bah ouais, c'est du route, hein, un peu le standard, quoi. Route classique. Dernière petite question, on est à Homme près de Tours. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui habite en dehors, loin de Tours, de l'envoyer par la poste et vous le récupérez, vous le réceptionnez, vous le réparez, puis vous le renvoyez? Est-ce que c'est possible ça? C'est complètement possible, hein, et que ce soit par la poste, par d'autres... des gens qui viennent l'apporter. Soit la personne vient poser son cadre, auquel cas le plus classique, on est gentil ici, hein. On l'accueille gentiment, tout ça, et on regarde un peu avec lui ce qu'il veut, ce que l'on peut faire. S'il y a des échanges qui sont par téléphone, par mail, c'est toujours possible aussi. La poste ou d'autres services peuvent nous expédier le cadre, on le réceptionne, on le traite classiquement. Et vous le renvoyez chez la personne. C'est habituel, il n'y a vraiment pas de... C'est bon à savoir, du coup on n'est pas obligé d'habiter à Tours pour on n'est pas obligé de venir ici. En plus c'est vrai qu'on est loin de Tours quand même, et loin de tout globalement. C'est un peu perdu au milieu de nulle part. On n'a pas encore déménagé, donc quand ça arrivera, ce sera un peu plus simple. Mais non, la poste est efficace, il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà, si vous avez cassé votre cadre, eh bien vous savez qu'il y a une solution qui existe, c'est de l'envoyer chez Sifac. Marc se fera un plaisir de vous le réparer. En tout cas, merci beaucoup Marc de l'accueil, merci Sifac de m'avoir montré comment on fait pour réparer les cadres. Si vous avez besoin d'informations, eh bien je vous mets tout en description. Vous avez le site de Sifac et surtout le lien pour les contacter. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je tiens à remercier une nouvelle fois Sifac de m'avoir accueilli dans ses locaux, de m'avoir montré comment on répare des vélos carbone. Avant de partir, pense à t'abonner sur Instagram pour suivre ma prochaine aventure qui arrive bientôt, au mois de juillet. Tu peux aussi et surtout t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Allez, Zou, je suis perdu.